Oh, okay, okay. Mais oui, vous êtes assis devant moi, vous ne voulez pas que je passe devant vous, mais ça ne vous a pas dérangé. Chers amis, je me permets de dire chers amis parce qu'il y a parmi vous beaucoup de visages. Ah, excusez-moi. Ça va ? Ouais. Beaucoup de visages connus, de visages qui sont toujours là lorsque l'essentiel est en jeu, lorsqu'il faut défendre le droit à l'information, la liberté de la presse, la protection des journalistes. Il y a sans doute certains d'entre vous qui viennent pour la première fois, mais je dois dire être très impressionné par le nombre de personnes sur cette place. Aujourd'hui, cette place où, lorsque l'essentiel est en jeu, on se mobilise. Et merci à vous d'être là, que vous soyez de BFM TV, journalistes, citoyens simplement concernés par le droit à l'information, élus, représentants d'organisations, merci. Le 30 mai, vous savez, Frédéric Leclerimoff était victime d'un éclat d'obus qu'il a atteint alors qu'il se trouvait dans un camion blindé, dans un camion qui était siglé comme un convoi civil, sur lequel il n'y avait aucune raison de tirer. À l'inverse, les lois de la guerre prévoient qu'on ne tire pas à proximité de tels camions. Il avait un gilet pare-balles, il y avait tout lieu de penser qu'il était protégé, et pourtant, il remplissait sa mission. Filmer des opérations d'évacuation de civils, voulant fuir cette zone aussi dangereuse que le Donbass. En d'autres termes, il a payé son travail de sa vie. Je salue évidemment son confrère de BFM TV, Maxime Brandstetter, qui prendra la parole tout à l'heure, ainsi que la fixeuse ukrainienne, Oksana Leuta, qui a été blessée. Il était le 8e journaliste à trouver la mort dans ce conflit depuis le début de l'attaque russe le 24 février. Nous sommes réunis aujourd'hui, au lendemain du retour en France de son corps, pour rendre hommage à ce journaliste brillant, passionné, engagé, bienveillant. Sur son curriculum vitae, qui est un substrat un peu formel de sa vie, Frédéric avait écrit que l'éventail de ses activités allait des inondations aux feux de forêt, des tournages dans des camps d'exilés au tapis feutré des ministères et de l'Élysée, des départs urgents à l'étranger, aux magazines tournés avec soin. Une vie de journaliste. Il embrassait la réalité dans ses contradictions et ses oppositions, et lui était un homme libre, un journaliste libre. Sa mère, qui est avec nous, qui prendra la parole tout à l'heure, m'a fait passer un message au lendemain de sa mort en disant « Sa courte vie aura eu un sens ». Quelle force que ce message. Et la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour lui rendre hommage, mais c'est aussi pour rendre hommage au sens de sa vie, au sens de l'engagement journalistique, au sens et à l'attachement que nous avons tous pour la vérité des faits, pour la liberté, pour le pluralisme, dans un moment de l'histoire où des régimes entendent instaurer un ordre mondial de la propagande. Je ne connaissais pas Frédéric, je ne l'avais jamais rencontré, je crois, mais depuis que l'actualité tragique nous l'a fait fréquenter, je me dis qu'il aurait pu être un ami de l'organisation au nom de laquelle je m'exprime, Reporters sans frontières. Nous partageons tellement toutes ces valeurs du journalisme. Je vais laisser la parole, avant que nous poursuivions cet hommage, à Marc-Olivier Fogiel, qui est le directeur général de BFM TV, comme vous savez. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais d'abord remercier au nom de BFM TV, Reporters sans frontières, pour cet hommage. Vous remercier d'être là si nombreux pour saluer la mémoire d'un journaliste engagé. Oui, je vais parler plus fort.
Je ne vais pas accaparer la parole, je vais laisser évidemment ses proches parler de ce journaliste donc qu'il était, comme l'a dit Christophe, engagé. Juste ces quelques mots pour vous dire donc que la rédaction de BFM TV est en deuil. On pleure un journaliste passionné, engagé. Donc Frédéric m'avait écrit un mail juste avant sa première mission pour souhaiter que son statut de pigiste ne soit pas un handicap pour partir couvrir l'actualité là où elle se passait. Il voulait raconter l'histoire en direct. Il a perdu sa vie, comme vous l'a dit Christophe, dans une zone dangereuse, mais en ayant pesé tous les risques. C'était pas ce que vont raconter ses collègues une tête brûlée. Avec Maxime, avec Oksana, à chacune de ses missions, ils réfléchissaient ensemble à ce qu'il convenait de faire. Ils suivaient une mission humanitaire dans un camion blindé, en étant, pensait-il, en sécurité, avec son gilet pare-balles, son casque. Sa mort est évidemment un choc pour la rédaction de BFM, mais on va continuer bien évidemment à couvrir ce conflit. Hier, une équipe est partie à Kiev. Je salue Benoît Ballet de RMC et François Luce, le GRI de BFM, qui sont partis. Depuis le début du conflit, plus d'une trentaine de missions se sont succédées depuis le 24 février en Ukraine. 300 reportages ont été diffusés sur BFM TV. En étant là ce soir, je voulais rappeler l'importance de couvrir ce conflit et remercier les équipes de BFM TV, les journalistes qui sont sur place de le faire au risque de leur vie. Pour cet hommage, nous allons entendre ses proches, essentiellement ses proches, sa famille, ses amis, à plusieurs périodes de sa vie, ses amis de journalisme, ses consoeurs et confrères, écouter quelques chansons qu'il aurait aimées. Nous terminerons par une minute, non pas une minute de silence, mais une minute d'applaudissement. Devant ce portrait, où l'on voit son regard, et le journalisme c'est d'abord un regard, et lui c'était particulièrement un regard, comme il était journaliste reporter d'images. Sylviane est la mère de Frédéric. Bonsoir à tous. Vous savez que Frédéric était quelqu'un d'excessivement modeste, qui n'aimait pas se mettre en avant, alors je pense qu'il aurait éprouvé une certaine gêne à nous voir rassemblés ce soir pour lui. Par contre, il y a une chose dont je suis totalement certaine, c'est qu'il aurait adoré nous voir rassemblés autour des valeurs dont il était pétri. Alors c'est de ces valeurs dont je voudrais vous parler ce soir. Ce métier de journaliste, la manière dont il le concevait, il l'avait choisi en parfaite cohérence avec ce qu'il défendait. Donner la parole aux plus humbles, aux invisibles, à ceux qui ne sont rien, leur rendre justice en les mettant dans la lumière. Lui qui préférait l'ombre de sa caméra. S'intéresser aux êtres au-delà des stéréotypes, des a priori, de l'intolérance et des frontières. Et c'est déjà ce qu'il avait mis en pratique dès 2010, il avait alors que 19 ans. Il avait parcouru 1000 km à pied entre Paris et Nice. Sa première petite caméra vissée à l'œil pour accompagner une marche courageuse et joyeuse de sans-papiers qui tentaient d'obtenir leur régularisation en dénonçant les accords bilatéraux permettant de les expulser, même s'ils travaillaient et payaient leurs impôts en France depuis longtemps. Cet engagement l'avait d'ailleurs amené vers des études de philosophie et un mémoire de fin d'études consacré à la relation entre la démocratie et les médias. Et puis, pendant ses études de journalisme en 2014, invité par la médiatrice de la rédaction de France 3 dans une émission sur la défiance des citoyens par rapport aux médias, on le voit forcer sa nature pour passer devant la caméra et exprimer ses convictions. Donner plus de place dans les médias à une parole citoyenne, à de simples gens qui ne sont pas des experts, diversifier les opinions, en dresser un portrait le plus large possible. Il y a eu tant d'autres occasions, comme cet article en 2016 sur une grève de femmes de chambre d'un palace parisien
alors qu'il travaillait pour Rue 89 au sein du Nouvel Observateur. Il y exposait les bas salaires de la sous-traitance, 1200 € net par mois, alors qu'une chambre était facturée aux clients entre 950 et 16 000 € par nuit. Il y exposait le mépris, les heures supplémentaires non rémunérées, les longs trajets pour aller travailler. Il s'évertuait à nous exposer au centime près les dépenses quotidiennes qui ne rentraient pas dans les salaires de ces femmes, pour nous permettre de comprendre la réalité concrète de leur vie, nous amener vers l'empathie. Ou encore lors d'un reportage sur les réfugiés à Grande-Synthe pour BFM, filmer les conditions exactes de la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui tentaient de passer en Angleterre, leur histoire, leur parcours, leurs espoirs. Et puis il y a eu l'Ukraine. Avant de partir pour sa première mission, il nous avait clairement exprimé que cela représentait le sens même de son engagement professionnel, ce pourquoi il avait choisi ce métier. Se servir de son objectif pour nous donner à voir la réalité en toute impartialité, nous permettre de comprendre au-delà des propagandes, dénoncer également l'horreur avec pudeur et retenue, sans recherche de sensationnel. Objectif, quel beau mot qui désigne à la fois l'outil et la manière de l'utiliser. Et même dans ces conditions extrêmes, il gardait le souci de la belle image, non pas dans un désir d'esthétique nombriliste, mais comme pour dresser un rempart d'humanité positive face à la barbarie. Cet humanisme, il l'appliquait également dans ses valeurs antispécistes, estimant que chaque espèce humaine ou non humaine a droit à la vie, au respect, au partage égal de cette terre qui nous appartient à tous. Voilà, monsieur Poutine, la belle personne que vous avez fait tuer. Au-delà de Fred, je veux vous crier haut et fort que chaque journaliste assassiné ou empêché de travailler, quel que soit le pays dont il provient et quelle que soit la rédaction pour laquelle il travaille, c'est une part de notre liberté qui s'en va en fumée. Mais je sais aussi que vous êtes tellement nombreux ici à continuer à tenir fermement ce flambeau. Fred était une personne douce et joyeuse, alors ne soyez pas triste. Je ne crois pas qu'il l'aurait voulu. Et même si vous ne l'aviez jamais rencontré, j'ai envie de vous appeler mes amis, ses amis, et de vous dire tout simplement, du fond du cœur, merci. Sam, partenaire de Frédéric Lénard. J'ai pas l'habitude. Hello à tous, je m'appelle Sam. C'est étrange de prendre la parole aujourd'hui. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté depuis le 30 mai. Depuis la mort de Fred. Fred, c'était mon amoureux. On devait fêter nos 1 an ensemble, à son retour d'Ukraine. On avait déjà prévu un week-end dans une cabane perchée dans les bois, juste tous les deux, à profiter seulement de la présence et de l'amour de l'autre. De tous ces mois à ses côtés, je veux d'abord vous raconter sa bienveillance et son empathie. C'était quelqu'un qui savait écouter, qui voulait écouter. Quand mon moral n'est pas au plus haut, j'ai tendance à le cacher, à faire comme si tout allait bien. Je me souviens qu'il avait dit en riant qu'il faut toujours me tirer les verres du nez dans ces moments-là pour savoir ce qui ne va pas. Et en effet, il trouvait toujours les mots justes.
C'était la personne avec qui je discutais le plus de nos émotions, de nos relations, de nos proches. En 1 an, on ne s'est jamais fâché. Il n'élevait jamais la voix. C'était quelqu'un d'une douceur incroyable. On pouvait être en désaccord sur un sujet, mais il savait laisser l'autre parler avant de donner son avis. Il était têtu. On était un peu 2 têtes de mule tous les deux, et ça donnait des discussions passionnées pendant des heures. On débattait beaucoup de l'actu, de son métier. Malgré les conditions difficiles et précaires financièrement du statut de pigiste, le journalisme était une réelle vocation pour lui, une évidence. Ça faisait 6 ans qu'il était donc pigiste chez BFM, qu'on l'appelait pour travailler le week-end, couvrir une manif de gilets jaunes, un incendie dans le sud de la France, ou encore partir au pied levé dans la jungle de Calais. Dans notre vie, ça se traduisait par des appels le vendredi soir. Fred qui me regardait d'un air désolé, puis qui se levait à 5 heures le lendemain pour partir à la rédac, puis en reportage. Quand on avait la chance de se réveiller ensemble, on regardait les titres des journaux en prenant un café. Je lisais ceux qui nous intéressaient à voix haute pendant qu'ils faisaient griller les tartines, et puis on les analysait avec une perspective militante autour d'une multitude de pots de pâte à tartiner vegan. C'était un aspect de la vie qu'on partageait, ce militantisme profond et radical, souvent joyeux, parfois difficile, voire même insoutenable. Pour les animaux, d'abord, parce que l'on peut faire le choix de vivre sans les exploiter et sans les tuer. Et c'est celui qu'on faisait tous les jours en étant véganes tous les deux depuis 5 ans. Pour les humains, aussi. Moins par choix. Car lorsqu'on fait partie d'une minorité, on milite avant tout pour survivre. J'étais encore perçue comme femme quand j'ai rencontré Fred. Je me souviens, il m'avait demandé en hésitant « Et toi, en termes de genre ?» J'avais rigolé, je lui avais répondu que c'était le bordel dans ma tête. Il avait souri doucement et m'avait rassuré. Il m'avait dit que c'était OK et qu'on pourrait en reparler. Quelques mois plus tard, une vieille dame m'a appelé monsieur au Franprix et je l'avais de suite raconté à Fred. Il m'avait dit que lui aussi, il pouvait m'appeler monsieur. Et voilà, c'est comme ça qu'il a été la première personne à me genrer au masculin. Et il est resté par la suite un soutien précieux et un allié formidable sur les questions de genre. Avec le temps, on a fini par être perçu comme un couple gay dans la rue. On a senti les regards de haine, on a entendu les insultes, les pédés, les dégueulasses. On a commencé à avoir peur de se tenir la main, peur de s'embrasser, de se serrer dans les bras en public. Je savais qu'un jour, ce serait pire que des insultes, pire que ce coup d'épaule qu'on s'était déjà pris une fois. Au-delà d'un partenaire amoureux, j'ai aussi perdu un réel partenaire de vie, plein de patience et d'entrain. Fred travaillait en général le week-end, et nous passions ensemble plus ou moins 3 jours entiers dans la semaine. Il était enthousiaste pour m'aider dans tous mes projets, quelle que soit leur fantaisie. Il était là partout dans ma vie, à m'aider pour cuisiner et filmer les recettes véganes de mon compte Instagram, à coller des paillettes un lundi matin sur un corset pour le costume d'un drag show à venir, à passer 4 heures assis ensemble dans ma cuisine, à rempoter toutes nos plantes vertes. C'était toujours le premier à qui je parlais de mes nouveaux projets, le premier à me suivre et à me soutenir, le premier à me consoler aussi, quand j'en avais besoin. La mort de Fred ne me laisse qu'un vide immense. Voilà. C'est étrange de parler ici, de parler de Fred au passé, de voir nos photos intimes un peu partout dans les médias. Quand il est parti en Ukraine, on avait essayé de faire les statistiques en rigolant pour se rassurer. Combien de journalistes par équipe? Combien de rotations de 3 semaines sur place? Combien d'équipes par chaîne? Combien de chaînes? On avait trouvé un résultat plutôt safe. J'étais persuadée que le pire qui pouvait arriver, c'était qu'il rentre traumatisé. Et je lui avais fait promettre de voir un ou une psy. Il y a 1 semaine, j'ai compris brutalement que les morts de cette guerre sont bien plus que des statistiques.
Il y a une semaine, la politique, la guerre et la violence des hommes ont percuté ma vie cruellement. Il ne me reste que le deuil douloureux à faire, petit à petit, jour après jour, et la conviction, plus forte que jamais, que l'intime est avant tout politique.